Mesdames, messieurs, bonjour à vous et bienvenue pour cette émission spéciale. Vous avez peut-être reconnu le décor du centre culinaire de Rennes à 2 pas de la Maison de l'Agriculture. Eh bien, ce n'est pas un hasard si TVR a posé ses caméras ici aujourd'hui car nous allons vous parler d'excellence alimentaire en Bretagne à l'occasion de la semaine de l'agriculture. Alors, au dernier étage de ce bâtiment, il y a le restaurant Le Ciel et son chef Jean-Marie Baudic qui vont nous concocter de bons petits plats, forcément avec des produits du terroir. Et autour de la table avec moi, des agriculteurs, des agricultrices, des invités qui vont nous parler de leur savoir-faire, de leur production. C'est une émission qui vous est proposée par la Chambre d'agriculture de Bretagne. Autour de la table, pour démarrer cette émission, nous avons André Sergent. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Chambre d'agriculture de Bretagne, agriculteur dans le Finistère. En face de vous, nous avons Élodie Ernotte. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice de la marque Maison Brielle et avec votre compagnon Arnaud, vous élevez des cochons à Brielle. En Ille-et-Vilaine. Et puis en face de vous, Adrien Decool, vous êtes chef de la marque Vrai chez Tribala à Noyal-sur-Vilaine. La première question, ça va être pour vous, André Sergent. Un mot sur les raisons de notre présence ici. On sait que l'agriculture n'a pas pu tenir sa grande fête annuelle à Paris, le fameux salon de l'agriculture cette année. C'est donc au travers d'événements comme celui-ci que vous souhaitiez parler d'agriculture au grand public, c'est ça? Voilà, donc suite à l'annulation de ce salon qui a lieu tous les ans et qui est pour nous un moment très fort, donc il a été souhaité d'organiser ce qu'on a appelé la semaine de l'agriculture au mois de mai. Là. Et donc on souhaite vraiment pouvoir quand même mettre en avant vis-à-vis notamment du grand public ce qu'est notre agriculture et surtout ce que sont nos produits issus de l'agriculture. Et c'est pour ça que le concours, la partie animale ne s'est pas tenue du tout. Non. Et la partie des produits, on a pu quand même faire un certain nombre de choses. Alors, on va s'intéresser au cas de la Bretagne, qui est la première région agricole de France, la première en matière de production animale. Un petit état des lieux rapide quand on parle de la diversité et de la richesse de l'offre alimentaire en Bretagne. On parle de quoi, André Sergent? Alors déjà, dans l'image, c'est vrai qu'on véhicule très souvent de la Bretagne une agriculture de masse avec beaucoup de production. Et c'est vrai, au travers des chiffres que l'on a, on est des grands producteurs, que ce soit dans le domaine animal ou le domaine végétal et les légumes. Mais pour autant, et on le voit d'ailleurs au travers du concours général agricole, que la Bretagne a beaucoup de prix et de produits. Et on a une très très grande diversité de notre agriculture. Ouais, donc des produits de qualité puisqu'ils sont forcément récompensés. C'est quoi le poids économique de l'agriculture et de l'industrie de l'agroalimentaire en Bretagne? Aujourd'hui, la Bretagne, c'est un peu plus de 26 000 exploitations agricoles. Il faut savoir que derrière une exploitation agricole, en Bretagne, il y a 6 emplois. Et notamment dans l'industrie agroalimentaire, où on est, en France, le secteur, en Bretagne, le plus fort également. Et c'est pour ça que derrière toute cette agriculture et cet agroalimentaire, oui, il y a beaucoup d'emplois. C'est le socle et le poumon de l'économie bretonne. Et les enjeux sont importants. On parle beaucoup ces dernières années des agriculteurs et des agricultrices dans la société en général, à plusieurs titres, que ce soit sur des enjeux environnementaux, sur le bien-être animal, sur la rémunération aussi de ces fameux producteurs et productrices. C'est une profession qui s'interroge là sur son avenir? Je pense qu'aujourd'hui, oui, on est quand même dans un tournant. Déjà, de par les chiffres et la démographie, on voit bien que dans la décennie qui est devant nous, il y a énormément de chefs d'exploitation qui vont cesser leur activité pour la retraite. Donc il y a l'enjeu du renouvellement des générations là, qui est devant nous. Et en même temps, on voit bien, au travers de l'aspiration du consommateur, qu'il y a aussi des évolutions. Et nous, c'est
C'est ce qu'on parle des transitions agricoles qui sont en lien aussi, bien sûr, avec les évolutions, que ce soit sur l'environnement ou le climat. Et donc tout ça aussi fait que notre métier évolue et continuera de le faire. On va parler un petit peu avec nos invités qui sont autour de la table, qui vont illustrer aussi tout ce que vous êtes en train de dire. André Sergent, Élodie Ernotte, on parlait de diversité de profils. Alors, votre histoire, elle n'est pas banale, hein. Arnaud, votre conjoint, est donc éleveur de porc à Brielle, dans le 35, de tradition familiale. Et vous, quand vous êtes arrivé sur l'exploitation, vous avez lancé la marque de charcuterie Maison Brielle. C'était il y a 2 ans. Vous n'étiez pourtant pas du tout destiné à faire ça, Élodie. Absolument pas. C'est une histoire de rencontre, justement, avec Arnaud, qui est producteur depuis 15 ans. Moi, j'étais agent immobilier à Paris, à Montmartre. J'étais passionnée par mon métier. Il a suffi d'une rencontre. Et puis vous avez pris votre valise et mon chat et on va à Brielle. D'accord. Donc, vous êtes arrivé... Je suis originaire de Rennes. Donc, j'ai eu un appel, un retour aux sources sur mes terres natales. Ouais. Et lorsque je suis arrivée, j'ai vu tout cet investissement, cet amour pour le métier. J'ai réellement voulu mettre en valeur ce savoir-faire de l'éleveur, son amour pour ses animaux et puis pour ses cultures. Et parfois, bien trop souvent, les éleveurs sont isolés, n'ont pas beaucoup de reconnaissance. Et j'ai vraiment voulu mettre en valeur tout ce travail. J'ai également écouté le comportement du consommateur, leurs habitudes. Peut-être ils souhaitent moins manger, mais mieux manger. À travers des produits de qualité, authentiques, avec une bonne traçabilité, être au plus proche de l'éleveur. Et donc, j'ai voulu faire une passerelle entre les deux. Et j'ai créé la marque Maison Brielle. Voilà, Maison Brielle, qui est donc une marque de charcuterie. Tout à fait. Proposez divers... Que des produits secs et des petits pâtés et des rillettes, parce que tout est bon dans le cochon. Donc, Et vous allez nous expliquer comment vous avez réussi ce tour de force en si peu de temps, puisque ça a été quand même assez rapide. Adrien Decool, vous êtes, vous, depuis un peu plus d'1 an, hein, à la tête de la marque Vrai, chez Tribala à Noyal-sur-Vilaine, une entreprise de l'agroalimentaire bien connue, hein, des Brétiliens, mais pas que, hein, puisque la marque de yaourt bio à base de lait de vache, lait de chèvre, lait de brebis. Elle existe depuis 1995 et elle est leader du marché en grande et moyenne surface. Quelques éléments chiffrés peut-être pour qu'on se représente une idée de ce que c'est que la marque Vrai. La marque Vrai aujourd'hui, après 25 ans, c'est à peu près 1 foyer sur 10 qui a la marque Vrai dans son frigo dans l'année et c'est à peu près 82 000 produits vendus par mois. Donc c'est vraiment un beau succès après 25 ans et c'est une vraie diversité de produits, vous l'avez dit, du lait de vache, du lait de brebis, du lait de chèvre et sous divers aspects, ça va être du yaourt, le nature, le fromage blanc, mais aussi les desserts et les fromages et les crèmes fraîches. Alors la marque, tout comme l'entreprise Tribala de manière générale, a fait du local, hein, son credo. Qui sont les agriculteurs et agricultrices avec qui vous travaillez, Adrien ? C'est vrai qu'on ne le sait pas beaucoup en Ille-et-Vilaine, mais on est vraiment une marque hyper locale. Par exemple, sur la vache, sur les laitiers de lait de vache sont à moins de 100 km de notre laiterie, autour de Noyal-sur-Vilaine. Pour la brebis, c'est pareil, c'est à moins de 50 km. Donc on a vraiment à cœur de travailler avec des éleveurs qui nous sont proches, avec qui on travaille depuis plusieurs années. Il y a certaines exploitations, par exemple, c'est la 2e ou 3e génération qui travaille avec l'entreprise familiale Tribala. Donc ça nous tient vraiment à cœur d'accompagner les éleveurs aussi dans la transition et de poursuivre avec eux un long chemin. Donc des producteurs et productrices fidèles avec des cahiers des charges qui quand même évoluent parce que les gammes s'étoffent, les attentes consommateurs ne sont pas aussi toujours les mêmes. Tout à fait. Tout l'enjeu, c'est du coup de fidéliser nos éleveurs pour qu'ils aient plaisir à travailler avec nous. Et c'est encore le cas depuis 25 ans, donc c'est vraiment très plaisant de travailler avec eux. Et l'idée sur ces cahiers des charges, c'est d'aller rapporter des choses complémentaires au cahier des charges bio, qui est, pour nous en tout cas, le fondement immuable de notre marque. Et en ce moment, par exemple, c'est apporter des ruches pour essayer d'amener plus de biodiversité dans les fermes. Ça peut être aussi replanter des haies pour entretenir et développer le paysage bocager de Bretagne et de Normandie également. Voilà, ça nous tient à cœur en tout cas d'aller au-delà du cahier des charges pour avoir vraiment un soutien à la fois aux éleveurs et à la biodiversité. André Sergent, on a ici l'exemple de beaux produits, hein, de ce qui se fait peut-être de mieux du coup en matière d'excellence alimentaire en Bretagne. Pourtant, vous le disiez, la région, elle souffre encore de cette image d'agriculture un peu bas de gamme, pas chère, destinée à l'export. Pour moi, il y a 2 choses. Il y a l'image, effectivement, hein, où on assimile la Bretagne et son agriculture à des productions de masse. Et puis, il y a aussi la deuxième chose, où nous, les éleveurs, les agriculteurs, on a aussi un problème de rentabilité dans nos productions agricoles. Et pour ça,
Je crois qu'aujourd'hui, et notamment les jeunes, on est à la recherche aussi, quelque part, de plus de valeur ajoutée sur nos productions agricoles. Et au travers des exemples qu'on voit là, il y a une multitude de solutions pour ça. Mais moi, je pense qu'effectivement, pour assurer le renouvellement des générations, il faudra aussi trouver une meilleure rentabilité aux productions agricoles. Et alors, du coup, très concrètement, comment on fait pour assurer cette montée en gamme ou l'accompagner, que ce soit au niveau de la Chambre ou après aussi les agriculteurs eux-mêmes et agricultrices? Dans toutes les productions agricoles, ce qu'il faut comprendre, on est sur des marchés. Le marché local sera toujours le plus rémunérateur, c'est une évidence. Mais pour autant, on a cette chance en Bretagne d'avoir cette terre, ce climat, ces hommes et ces femmes qui veulent faire ce métier et qui donnent aussi cette dimension à l'agriculture que nous avons. Et je pense qu'il faut la garder. C'est-à-dire qu'une agriculture très diversifiée, une agriculture qui produit localement, qui exporte également, c'est notre force et ça devra encore le rester demain. Élodie Hergnott, comment vous avez fait pour travailler? On parlait de qualité des produits. Comment vous avez travaillé pour justement que ces produits transformés ils soient à la hauteur de vos attentes en matière de qualité? Alors nous, on voulait des produits avec une fabrication artisanale et un séchage naturel. Malheureusement, en Bretagne, on n'a pas le climat, trop d'humidité. Ah bon? On le scoop. Je ne vous l'apprends pas. Du coup, nous sommes allés dans le sud-ouest, là où ils ont un savoir-faire exceptionnel, un microclimat et un séchage naturel. Donc nous avons fait également une belle rencontre. Ouais. Tout est une question de rencontre avec un artisan boucher qui est là depuis 4 générations et qui a les mêmes valeurs que nous. Il a la passion du travail bien fait avec des produits nobles. Et donc, voilà, c'est dans le sud-est qu'on valorise nos produits. Une partie de la production part donc chaque semaine dans le sud pour Pas être... chaque semaine, une partie de la production du roc, puisque c'est une race de cochon particulière, optimum pour faire de la charcuterie, parce que ça lui donne un goût plus persillé, plus lourd, part dans le sud-ouest. Et donc, il y a un temps de transformation et de séchage pour avoir justement ce produit sublimé, quoi, de manière naturelle. Première médaille au concours général agricole, c'était du coup 2020. En 2020. C'était quoi? Une surprise Une énorme surprise. Un an après le lancement de la marque, on a proposé donc notre saucisson au concours et on a été lauréat. On a eu une médaille d'argent, donc ça a été une reconnaissance énorme. Un gage de qualité et une fierté forcément énorme. Donc ça donne un second souffle aussi pour le travail d'Arnaud. J'allais dire, c'était une belle reconnaissance de ce travail auprès des bêtes que vous élevez. Exactement, ça lui donne encore plus envie d'avoir un bel élevage, de mettre un bel outil de travail dans les mains de nos salariés aussi, et puis avoir aussi des animaux avec un espace bien-être. On met vraiment tout en place pour faire des bons produits et plus on donne aux bêtes, plus ils nous le rendent. Vos produits, Adrien Decool, ils sont aussi régulièrement primés au concours général agricole. Comment est-ce qu'on fait pour garder une qualité optimale et constante? Parce que vous, ça fait plusieurs années que ça dure. Bah oui, c'est vrai que nous, ça fait plusieurs années que ça dure et avec chaque année entre 4 et 8 médailles sur la marque vraie, donc c'est vraiment une belle reconnaissance également. Et ce qui est important, c'est de bien suivre les attentes des consommateurs et les retours qu'on peut avoir de par nos pairs au concours général agricole ou par différents échanges qu'on peut avoir avec nos consommateurs nous permettent de faire évoluer un peu nos méthodes, le savoir-faire des maîtres étuviers, des maîtres affineurs qui évoluent au fil du temps et ça permet de conserver, de vraiment maintenir cette qualité exceptionnelle sur nos produits depuis 25 ans. André Sergent, je disais, qualité et quantité, ce n'est pas forcément antinomique. Pourtant, j'imagine qu'il y a quand même un juste milieu à trouver. Oui, mais en fait, à la base, quand on est agriculteur, éleveur, nous, ce qu'on souhaite, effectivement, c'est de faire un produit dont on a besoin, dont le consommateur, quelque part, il aspire, quoi. Et pour ça, moi, je trouve que notre chance en Bretagne aussi, c'est d'avoir tout ce tissu agroalimentaire qui est sur notre territoire et qui a un savoir-faire, on le voit bien au travers de l'exemple de Tribala. Et c'est là que ça donne quelque part à notre métier toute la noblesse en fait de notre métier par les produits de qualité et qui sont reconnus. Voilà. Et c'est pour ça que je reviens encore sur ce fameux concours. Pour nous, c'est quelque chose d'important parce que derrière, c'est l'image
de notre agriculture bretonne. On a vécu une année assez particulière avec un contexte qui bouge. On a vu les consommateurs se rapprocher du local, peut-être du bio aussi. Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu extrêmement important pour les agriculteurs et agricultrices aujourd'hui autour des nouvelles injonctions en matière de bien-être animal dont évoquait Élodie ou même de normes environnementales ? On le voit d'ailleurs aujourd'hui au travers des chiffres que l'on a sur les installations des jeunes. Il y a encore une vingtaine d'années, on était, je vais dire, un peu stéréotypés, quoi. On faisait du lait, du porc, enfin voilà, dans des modèles très stéréotypés. Et aujourd'hui, on voit que les jeunes, en fait, ont des projets complètement différents les uns des autres. Et je trouve que c'est très bien. Le local, aujourd'hui, c'est très clair, il se développe et il faut le faire. Mais par contre, on ne peut pas dire aux jeunes, c'est la seule voie. Parce que si on laisse tous les jeunes partir dans cette voie-là, on va se créer aussi de nouveaux problèmes un jour. De saturation de marché. Exactement. C'est toujours pareil, une question de marché et d'équilibre. C'est pour ça que notre force, c'est notre diversité, justement, quoi. C'est la cohabitation entre différents modèles. Par contre, si on regarde le rétroviseur, c'est vrai que ce n'était pas normal, et on n'a pas parlé de la restauration hors domicile, donc les cantines et toutes les restaurations publiques. Ce n'était pas normal quand même de voir des produits alimentaires que se nourrissent les Bretons et qui ne sont pas produits alors qu'ils existent chez nous, quoi. Donc ça, il y a un gros travail à faire là-dessus, sur l'accessibilité de ces produits produits en Bretagne par les Bretons eux-mêmes. On a mené un gros travail là-dessus et qui commence à porter ses fruits aussi. Adrien, un petit mot sur l'amélioration, vous l'avez un peu évoqué, des recettes suite au concours. Comment vous travaillez avec ça? Est-ce que les retours des médailles vous servent à affiner un certain nombre de choses? Oui, tout à fait. Alors, par exemple, d'année en année, on travaille à améliorer nos recettes, à réduire le nombre d'additifs. Bon, on a quand même 70% de nos produits qui ont 0 additif, où c'est uniquement des ferments et du lait. Mais il y a 30% encore. Il y a 30% à travailler, sur lesquels on essaye d'avoir des additifs les plus neutres possibles, en tout cas avec les moins controversés sur les applications comme Yuka par exemple. Et on travaille en permanence à améliorer nos recettes pour vraiment avoir des recettes les plus saines, les plus bonnes, et surtout travailler sur la gourmandise des produits avec des recettes avec par exemple le flan caramel, hyper gourmand avec un généreux lit de caramel, très authentique. Et c'est vraiment l'idée, c'est d'avoir des recettes authentiques, savoureuses, avec des recettes très simples. Et il n'y a pas que les produits qui font l'objet d'innovation. Je crois que vous travaillez aussi sur, toujours dans cette injonction aujourd'hui à être plus conscient de notre environnement, sur des éco-emballages, par exemple. Tout à fait. C'est vrai que, en tout cas, nos consommateurs, en particulier les consommateurs de produits bio, sont très sensibles à l'ensemble de l'écosystème et l'emballage fait vraiment partie aussi du mix. Et donc, c'est vrai que sur les yaourts, on n'est pas les plus clean de la Terre puisqu'on a quand même encore beaucoup de plastique et on y travaille en permanence à essayer de réduire. Et on teste en ce moment des solutions avec des pots 100% carton ou presque, avec juste une toute petite pellicule de plastique pour réduire au minimum le plastique dans les emballages, juste pour éviter, parce que le carton c'est poreux, donc ça absorbe un peu l'eau. Donc on a quand même besoin d'avoir cette petite pellicule, mais d'avoir en tout cas des pots avec le moins de plastique et le plus clean possible. Élodie, un mot des produits que vous proposez. On a parlé du saucisson, il y a aussi toutes ces terrines. Alors nous proposons en effet des terrines. Donc chaque terrine a une histoire. On les a nommées avec une personne de notre famille, Papy Jean, qui était le nom de nos grands-pères respectifs. Oscar, c'est notre fils. Et derrière chaque produit, il y a une histoire. On vend notre histoire. La marque est toute jeune. Vous avez des perspectives, des projets, forcément. J'imagine. Ça ne s'arrêtera pas là. Tant sur l'exploitation, on aimerait avoir un bâtiment sur paille, justement, pour élever nos cochons du Roc, destinés à faire nos produits. Et puis, pourquoi pas avoir toutes les couleurs de médailles. J'ai envie de dire... On travaille pour. J'ai envie de dire, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Juste, André Sergent, pour terminer, un petit mot sur le parcours de nos deux invités. C'est plutôt souriant quand on voit ça. Oui, c'est très intéressant. Et c'est vrai qu'on pourrait aujourd'hui avoir beaucoup d'exemples de ce style, où on voit bien que les choses bougent. On n'est pas, comme on dit, les deux pieds dans les mêmes sabots, à considérer que tout ce qu'on fait est toujours bien. On est à se dire que les choses évoluent et que nous, on doit faire également. Merci à tous les trois pour cette introduction de cette émission. On va tout de suite prendre la direction de la cuisine parce que ces beaux produits, il faut aussi parfois les transformer. Les chefs font ça très bien. On va retrouver tout de suite Jean-Marie Baudic au fourneau.
Merci Jean-Marie Baudic de nous accueillir dans votre restaurant, dans votre cuisine ici, la cuisine du ciel. Bientôt ouverte. Bientôt ouverte, on ne vous souhaite que ça. Alors on va cuisiner ces fameux produits bretons dont on parle depuis le début de cette émission. Ouais. Qu'est-ce que vous nous avez prévu en entrée puisqu'on va décliner un menu complet? J'ai prévu quelque chose un peu de saison parce qu'en fait on part là sur le beau temps, enfin on va croiser les doigts. Et je suis parti en fait sur un maki. Alors un maki qui est plutôt une technique japonaise, oui, mais que j'ai un petit peu mis à ma sauce et sans spécialement le riz qu'il y a à l'intérieur. Donc j'ai remplacé le riz par exemple avec un mélange de crème et de concombre. Le concombre arrive et une plante qu'on appelle le shiso. Alors le shiso qui a un petit goût comme ça de cumin. Et c'est hyper intéressant. Et du coup, j'ai fait ce petit mélange. Et après, j'ai pris la truite qui a été primée, la truite fumée qui a été primée au concours agricole. Ouais. Et donc, du coup, je l'ai roulée dedans et j'ai mis des feuilles de nori. Donc, les feuilles de nori qui sont très noires, comme ça. Et pour avoir justement quelque chose d'un petit peu délicat. Donc le concombre qui va ramener un petit peu de jutosité. Et le concombre, je l'ai utilisé aussi pour faire un gazpacho. Alors on va dresser ces petites fameuses... Donc on va dresser au fur et à mesure. Alors moi je m'amuse, hein, je pars... toute la créativité des chefs est là aussi. Je suis un peu... bon, il y en a que c'est les Lego, moi c'est plus... l'assemblage dans les assiettes. C'est plus l'assemblage dans les assiettes. Alors ce que je mets là, en fait, c'est une petite crème de péquillos que j'ai faite pour booster un peu le plat. D'accord, pour le relever un peu, c'est ça? Oui, c'est pour relever un peu le plat. Alors, tu vois, là, fameux gazpacho. Le fameux gazpacho. Et en fait, on arrive sur quand même quelque chose qui est hyper de saison, ce concombre. Et je voulais ramener vraiment un peu de fraîcheur à ce plat, tu vois. D'accord. Je mets... Donc là, on voit bien la truite fumée qui est... C'est vrai que les poissons fumés, on les imagine plutôt en Europe du Nord, mais il y en a aussi en Bretagne. Il y en a beaucoup en Bretagne. En fait, on a beaucoup en Bretagne de petites entreprises qui font de la salaison de poissons fumés. Et pas que d'ailleurs, parce qu'on fait aussi de la Saint-Jacques, on fait du maquereau, on fait du merlan, enfin, du bar, du lieu jaune. En fait, le poisson fumé maintenant est arrivé hyper tendance. Et nous, en Bretagne, on a vraiment des belles maisons, alors petites ou grandes, qui font vraiment des très très beaux produits. Ouais, et donc, toi, en tant que chef, en tout cas, ça m'inspire parce que, bon, déjà, j'en faisais du poisson fumé, j'en ai fait pendant de nombreuses années. Et donc, c'est une technique que je connais bien. Et j'aime bien aller voir les personnes qui les font pour, des fois pour les aider à développer un peu plus, parce que j'ai aussi mes idées, et en même temps pour qu'ils m'expliquent leur métier aussi. C'est important quand on est chef, oui, de savoir d'où vient le produit, comment il est fait. D'avoir des vrais échanges en fait. Alors ça c'est des petites pousses, tu vois, alors ça c'est de la moutarde par exemple, que je fais, en fait je fais pousser ici. D'accord, ici au restaurant. Ouais, j'ai une petite armoire où tu vois qui est derrière là, et où je fais pousser toutes ces plantes en fait, et ça me permet en fait d'avoir quelque chose d'hyper frais dans mes assiettes. Voilà. Et on ne peut pas plus local du coup. Du coup, la petite touche finale. Et ça c'est rigolo parce que j'aime bien ce truc là. Qu'est-ce que c'est? C'est du riz. C'est du riz qu'on fait souffler, en fait, tu vois, à l'huile, comme ça, comme un pop-corn. D'accord. D'accord, et qui ramène vraiment beaucoup de croustillant dans l'assiette. Donc, comme on a beaucoup de choses qui sont moelleuses, j'aime bien rajouter un peu de croquant dans mes assiettes pour justement faire mâcher les gens. Et quand on mâche, on développe les goûts. C'est parfait, voilà, c'est beau. C'est plein de couleurs, plein de textures. Ouais. Merci Jean-Marie Baudic pour cette entrée. Avec plaisir. Et à tout à l'heure pour le plat de résistance. Je suis prêt.
Nous poursuivons cette émission avec deux nouveaux invités autour de la table. Vincent Auvray, bonjour. Bonjour. Vous êtes au service communication de la Chambre d'agriculture de Bretagne. En face de vous, nous avons Chantal Nicole, bonjour. Bonjour. Vous êtes productrice de pommes et de cidre dans le Morbihan à Lehézot. Ça s'appelle la Maison du Cidre. Et à côté de vous, Mathieu Odo, bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous, apiculteur aussi dans le Morbihan à Saint-Jean-Brévelay. Alors, on va faire un petit focus sur le fameux concours général agricole. Tout le monde connaît ce fameux logo, la petite feuille de chêne. Il est souvent un bon indicateur de la qualité d'un produit. Les vôtres, Chantal et Mathieu, en ont été pourvus et décorés de cette petite feuille de chêne. Mais peut-être d'abord, Vincent, si on connaît bien le logo, on ne sait pas forcément très bien ce qui se cache derrière. Est-ce qu'on peut parler un petit peu des tenants et aboutissants de ce concours qui a lieu tous les ans? Alors tous les ans, oui, à l'occasion du Salon de l'agriculture. Donc le concours général agricole, c'est une vraie institution en France. C'est un concours qui n'existe pas ailleurs. On est le seul pays à avoir un concours général agricole. Il existe depuis 1870. Quand même. Et donc avec deux grandes catégories principales, le concours des animaux et le concours des produits. Alors, qu'est-ce qui le récompense? On a bien déjà scindé en deux catégories, mais qu'est-ce qui récompense de manière générale? Alors, le concours des produits, on va parler de celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment le goût avant tout. Donc, on n'est pas sur des cahiers des charges, on est vraiment sur ce qu'on appelle les qualités organoleptiques des produits, c'est-à-dire un bon produit, le goût, l'aspect visuel, c'est vraiment l'essence qui doivent parler. Et qui sont les jurés de ce concours agricole? On se demande un petit peu. Alors il y a un mix en fait, c'est une répartition entre des professionnels, donc des catégories qui sont jugées, et aussi du grand public, alors qui reçoit une petite formation quand même pour savoir comment juger ces produits-là, mais l'idée c'est bien aussi d'être représentatif du goût des consommateurs et pas d'être forcément sur de l'expertise technique. Alors, on a une belle table avec beaucoup de produits. Finalement, il existe combien de sous-catégories? Comment ça se répartit, Vincent? Alors, ça bouge tous les ans. Il y a des nouvelles catégories qui apparaissent, certaines qui disparaissent, mais on est sur une soixantaine de grandes catégories. Oui. Et nous, en Bretagne, c'est vrai qu'on est présent. C'est une des particularités de notre région aussi, et c'est représentatif de notre agriculture, c'est qu'on est vraiment présent dans quasiment l'ensemble des catégories. Alors, pas encore le vin, ça devrait venir bientôt. Oui, parce qu'à Saint-Jouan-des-Guérets, je crois que quelqu'un s'est installé récemment du côté de Saint-Malo. Mais on est vraiment présent dans beaucoup de catégories, et notamment dans les huîtres pour la Bretagne, c'est aussi une catégorie, je me permets juste de dire un petit mot sur nos amis ostréiculteurs et pêcheurs qui sont présents avec nous. Pour le concours. Combien de prétendants on a eu cette année en Bretagne pour ce concours général agricole? Alors cette année, ça a été un peu difficile parce que le concours n'est pas arrivé jusqu'à son terme. Ah ben oui. Et pourtant, à cause de la situation sanitaire. Mais en fait, c'est dommage parce qu'on était vraiment parti sur une année record. On avait plus de 200 entreprises qui s'étaient inscrites avec un peu plus de 570 produits en compétition pour toute notre région. Donc, c'est annoncé un palmarès normalement super, mais bon. Si on reparle de l'année 2020, par exemple, combien de produits bretons ont été primés? Est-ce qu'on a le chiffre? En 2020, c'était un bon cru aussi, mais en fait, on est vraiment sur une courbe ascendante quasiment tous les ans. L'année dernière, on a eu 135 médailles pour la région, 38 en or, 62 en argent et 35 en bronze. Je reprends ma petite fiche. Mais vous avez raison, j'avais plus tout ça de tête. Sachant que le record pour la Bretagne, c'était en 2018, on a eu 138 médailles. Et c'était une super année. Ouais. Une région donc qui se distingue, Chantal Nicole, avec la Maison du Cidre. Vous êtes des habitués de ces fameuses médailles du concours général agricole. À quand remonte votre première participation? Il y a une dizaine d'années, c'était en 2012. D'accord. Et depuis, alors, combien? Régulièrement. Alors combien, par contre? Je ne sais pas exactement, mais en général, minimum une médaille, enfin sur 2 produits uniquement. Oui, vous présentez quoi? Uniquement le cidre brut fermier et le cidre doux fermier. Dans la catégorie cidre et poiré. Et jus de pomme aussi, mais c'est une autre catégorie. Mais c'est surtout dans le cidre qu'on a régulièrement. Alors, on a eu une année, je crois que c'était en 2018, où on a eu, sur les 3 produits présentés, brut, doux et le jus de pomme, on a eu 3 médailles d'or. Ce qui est plutôt... Ce qui est plutôt pas mal. À 100%, c'est quand même pas mal. En 2001, vous avez eu ce qu'on appelle la médaille d'excellence. Expliquez-nous. Alors, c'est une représentation sur le travail en général, c'est-à-dire que
Sur 3 années, il y a un calcul de points. De mémoire, la médaille d'or donne 5 points, la médaille d'argent donne 3 points et la médaille de bronze, il me semble que c'est 1 point. Donc on calcule le nombre de points chaque année divisé par les 3 années passées. Et ça vous donne un ratio. Et le plus fort des ratios donne la meilleure, dans la catégorie cidre et poiré, c'est le meilleur des ratios qui l'emporte. Et donc on l'a remporté pour les cidres Nicole. C'était la cidrerie Nicole qui l'avait emporté en 2001. Alors un travail de long terme, on le comprend, puisqu'il faut être régulier finalement sur les médailles. C'est le travail qui est récompensé. Le travail qui est récompensé, un travail qui est réalisé en famille, c'est ça? Voilà, c'est mon mari et ses 2 frères. Donc ils sont la 3e génération. La cidrerie existe depuis 1928. Aujourd'hui, donc ils sont à la tête de cette entreprise et la 4e génération a commencé à rentrer. Donc nous sommes les plus vieux, mon mari et moi. Et donc notre fils aîné est arrivé avec son père notamment. J'ai un de mes neveux qui est en alternance et il y a encore des petits enfants qui sont susceptibles. Voilà. J'imagine que ça fait forcément plaisir. Pour les descendants, c'est vraiment bien. Ouais. Qu'est-ce qui fait que selon vous, vous êtes récompensé si souvent, mis à l'honneur si souvent? C'est le travail. C'est simplement le travail, la régularité. Il faut pas faire un produit sur un moment. C'est un travail de longue haleine. Donc mon mari, qui s'occupe du chai, a appris avec son père. Donc voilà, ça se fait pas comme ça. C'est les mêmes variétés qu'il a depuis des années. Et le travail, il se fait accompagner par une femme qui l'aide au niveau de ses chais. Donc ça aussi, pour lui, c'est très important que ce soit une femme qui travaille avec lui. Donc voilà. À côté de vous, Mathieu Odo, vous êtes donc apiculteur. Comment l'apiculture a fait son entrée dans votre vie, Mathieu? En fait, je suis un passionné de nature et puis c'était déjà une reconversion professionnelle pour ma part. Donc voilà, j'ai découvert l'apiculture en 2008, tout simplement. Et j'avais envie de changer de vie également. Et puis voilà, j'ai mis la main dedans. J'ai découvert avec un apiculteur amateur. Et puis il m'a un peu introduit comme ça. Et je me suis dit, ça c'est vraiment fait pour moi. Et voilà, je me suis lancé. J'ai fait une formation professionnelle. Enfin, il s'est passé quelques temps entre-temps. 2014, je crois, votre installation. Alors voilà, officiellement, je suis installé depuis 2014. À Saint-Jean-Brévelay, mais pas que, parce que vous êtes un apiculteur transhumant. On n'entend pas forcément très bien alors après, de quoi il retourne. Voilà, en fait, je suis installé en entreprise individuelle depuis 2014 à Saint-Jean-Brévelay et en fait, je fais de la transhumance depuis le départ avec mes ruches. C'est-à-dire que vous les déplacez? Ouais, voilà, en fait, je déplace une partie de mes ruches seulement pour faire différents miels. Localement, en fait, on a la flore locale, donc en fait, localement, je peux faire 3-4 miels différents. Et moi, j'avais envie d'étoffer ma gamme et de faire 5 autres miels, en fait, en transhumance. Et alors, comment ça se passe? Parce qu'on a du mal à s'imaginer. Vous prenez la ruche, vous la déplacez, vous la mettez dans... En gros, c'est un peu ça l'idée. On doit déplacer les ruches de nuit, déjà. Donc, c'est quand même c'est beaucoup de travail, c'est une logistique. Et ensuite, j'amène les ruches en fait en début de floraison dans d'autres régions de France, tout simplement. D'accord. Tout simplement, faut le faire quoi. Ouais, faut quand même le faire. Boulot, on parlait de ce fameux concours général agricole. Vos miels, ils ont déjà récolté quelques petites feuilles de chêne, je crois. Oui, alors moi, je suis une entreprise assez récente encore, mais j'ai participé, pas au début, pas tout de suite, mais pour la première année en 2017, et j'ai eu la satisfaction de gagner une médaille dès la première année. Alors une médaille d'argent sur le miel de châtaignier, qui est un miel que je réalise en transhumance justement. Donc voilà, très content. Qu'est-ce qui vous avait poussé à... Vincent qui apporte les bonnes nouvelles, visiblement. Voilà, c'est Vincent qui apporte les bonnes nouvelles. Qu'est-ce qui vous avait poussé à vous lancer dans le concours? En fait, j'avais des bons retours déjà de la part des clients. Déjà, c'est déjà la première des satisfactions. Et puis, en fait, je me suis dit, pourquoi pas après tout, il faut essayer. J'aime bien le challenge, entre guillemets. Donc, ce qui fait que j'ai retenté l'année suivante. Alors, moi, je n'ai pas gagné tous les ans, mais ce n'est pas grave. Mais j'ai regagné en 2020, par contre, pour mon miel toute fleur. Donc, à nouveau une médaille d'argent. Donc là, c'est la dernière médaille et j'en suis très fier parce que c'est vraiment un miel local et qui est justement dans les Landes de l'Envaux, qui est vraiment produit localement et chez nous. Donc, c'est un des miels qui marche le mieux en plus, donc voilà. Une fierté forcément. Alors ce concours, on l'a compris, Vincent, il se passe pendant le Salon international de l'agriculture de Paris, qui donc cette année n'a pas eu lieu. C'est une bonne façon de faire reconnaître les productions bretonnes, d'être présent sur ce salon. C'est quoi vos ambitions quand vous vous déplacez ?
Nous, l'ambition, c'est déjà de répondre à un des enjeux stratégiques qui a été fixé par nos élus, alors ensuite qui se décline dans le cadre d'un projet d'entreprise et concrètement, dans les dossiers que je conduis, moi, c'est d'aller faire la promotion des produits, donc avec il y a différents moyens d'y arriver. Il y a les concours, on pourra peut-être en parler tout à l'heure, mais il y a également le salon de l'agriculture. En fait, c'est développer tout ce qui permet aux producteurs de créer de la valeur ajoutée sur leurs produits, parce que derrière, créer de la valeur ajoutée, c'est également plus de revenus potentiellement. Donc c'est vraiment un enjeu stratégique pour nous et des missions qui nous sont fixées. On a une feuille de route très claire, alors avec des objectifs aussi en termes de nombre de médailles. Quand on a repris, parce que historiquement, le concours général agricole, il était piloté directement par le ministère de l'Agriculture. Et dans le cadre des délégations de mission transfert État-région, les chambres ont pris la main sur ce dossier-là. Et dès le début, en fait, les élus nous ont dit, vous avez un objectif, parce qu'on n'était pas très développé sur le concours général à l'époque, c'est de monter sur le podium des 3 meilleures régions françaises, parce qu'on doit quand même être à la hauteur sur ce concours de la réalité. Première année, on a fini 2e. Ah, c'est pas mal. Donc voilà. Et bien, puis, faut fixer la barre et on est arrivé premier. On est arrivé premier. Puis après, il y a le redécoupage des régions qui est passé par là. Alors là, c'était un peu plus dur pour nous parce que ça a tout perturbé. Mais l'année dernière, s'il n'y avait pas eu encore le redécoupage des régions, on aurait été premier encore. Vous allez au Salon international de l'agriculture avec des agriculteurs. C'est votre cas, Chantal Nicole. Vous êtes déplacée, vous, sur ce salon. C'est quoi votre retour d'expérience ? C'est des gens qui viennent régulièrement vous voir. Alors nous, on tient surtout un bar à cidre, parce que c'est compliqué. Sur le salon, c'est tellement immense. C'est compliqué de porter des bouteilles, puisque c'est des kilomètres qu'on marche là-bas. Et du coup, on fait bar à cidre. Comme ça, on présente aussi notre produit. Ils peuvent goûter sur place. Et moi, j'ai l'exemple d'un couple de Suisses qui viennent pendant 3 ou 4 jours, qui prennent une chambre d'hôtel et qui font le salon pendant les 3 ou 4 jours. Et ils viennent me voir avant midi et ils viennent me voir avant de repartir le soir. Et voilà, nous, on a des gens qui viennent, je les reconnais à chaque année. C'est un échange direct finalement avec vos consommateurs aussi. Ça, et puis de montrer le vrai produit. Les gens veulent avoir, surtout en région parisienne, les gens veulent avoir affaire à des vrais producteurs, c'est-à-dire à leur enseigner comment on travaille. Donc en même temps, on leur montre notre passion. Enfin voilà, on explique de A jusqu'à Z. Et ça ils sont à la recherche. Ouais. On est dans l'ère de ça. Que vous puissiez raconter et qu'ils entendent de votre bouche votre façon donc ils sont rassurés. Ils sont rassurés d'avoir le producteur en face, ce qui n'est pas toujours facile. On parlait de concours général agricole. Ce n'est pas le seul concours, effectivement, que la Chambre organise. Si on peut en dire un mot très rapide, Vincent. Oui, effectivement, nous, au niveau des chambres d'agriculture, fort de ce retour d'expérience en fait, du concours général agricole, on a organisé le concours régional des bières de Bretagne. Donc là, ça fait 6 ans. C'est un concours qu'on conduit en autonomie au niveau de la Chambre, qui se développe vraiment beaucoup parce qu'il y a plus de 200 brasseries actuellement en Bretagne. C'est un secteur super dynamique. Donc on l'a vu venir, on l'a accompagné, on l'a anticipé. Et puis il y a un autre concours, alors qui est, moi je l'aime bien celui-là, c'est le concours des fermiers produits innovants, qui a lieu tous les ans à l'occasion du salon aux la vache à Pontivy en octobre. Et donc là, qui met à l'honneur les agriculteurs, les producteurs qui innovent et qui amènent des nouveaux produits. Alors on pense souvent qu'il y a seulement les grandes entreprises qui ont des gros services R&D qui inventent des nouveaux produits, mais non, en fait, c'est à tous les étages de la fusée qu'il y a de l'innovation et c'est assez super. Et on en a la preuve en chair et en os parce que c'est ce fameux concours que vous avez remporté, Mathieu, avec quel produit? Alors en 2015, la première fois que j'ai remporté le premier prix pour le pain d'épices aux figues. Donc je l'ai pas amené par contre, voilà. C'est pas grave, on sera obligé de se déplacer à Saint-Jean-Brévelay pour le goûter. Mais du coup, c'est la moutarde au miel cette année. Donc en 2015, j'ai gagné le premier prix pour le pain d'épices aux figues. Et puis là, en 2020, j'ai gagné le prix du jury pour la moutarde au miel et aux épices. Ok, une idée qui vous est venue en fait, à la base, quand on l'a présenté, soit ça marchait, soit ça marchait pas. On verrait. Enfin, on s'est dit, on verra bien. Et puis, honnêtement, après, quand on présente un produit, on ne sait pas si ça va marcher ou pas. Donc, forcément, on l'a testé pour nous et notre entourage. Moi, j'aime bien la moutarde, mais après, voilà, on s'était dit, ça existe déjà après la moutarde au miel. Et c'est décliné ailleurs. On n'a pas non plus trop inventé. Mais après, le fait d'avoir mis des épices comme le curry et le cumin.
Voilà, c'était original. Toute la différence. J'aime bien cuisiner, donc voilà. Donc du coup, on s'est dit pourquoi pas. Et puis maintenant, on en mange tout le temps, que ce soit pour les vinaigrettes ou pour les grillades. Enfin bon, ça marche bien et c'est un produit qui fonctionne. À tester. Donc Chantal, Nicole, l'innovation, elle est parfois fortuite. Racontez-nous rapidement la petite anecdote qui s'est produite il y a quelques années sur le salon. Comme je vous ai dit, on tient un bar et parfois on a quand même des coups de chaud. Hein. Et mon mari, depuis peu, on a une microbrasserie. On a aider un jeune à s'installer. On a une microbrasserie au sein de la cidrerie. On est des passionnés de bière aussi. Et du coup, sur le salon, on a la tireuse à bière et la tireuse à cidre. Et mon mari s'est emmêlé les pinceaux. Je ne sais pas s'il avait fait trop les îles avant, j'en sais rien. Parce que l'avantage du salon, c'est qu'on peut aller partout dans le monde. Et toujours est-il qu'il a mélangé les deux. Et ça donnait un goût, voilà, donc ça s'appelle CNB, c'est un mélange de cidre et de bière. Que vous avez essayé de reproduire Voilà, c'est ça. Et du coup, c'est en cours de commercialisation, hein, parce que c'est la maîtrise du produit un peu compliquée. La levure de bière est différente de la levure de la pomme. Mais voilà, l'anecdote vient de là. Merci Chantal. Juste un mot pour conclure. Vincent, le concours, les médailles, c'est un peu la partie émergée de l'iceberg, mais il y a un gros travail en fait des collègues, de vos collègues de la Chambre d'agriculture au quotidien, au plus près des agriculteurs pour les structurations aussi de... C'est ça en fait, ça c'est vraiment la partie qui est très visible, mais il y a tous nos collègues au niveau des chambres, on est, alors, sans compter les élus, on est 550 collaborateurs répartis sur tout le territoire et avec vraiment des domaines d'expertise à tous les niveaux. Et donc, avant d'arriver à avoir ces médailles, on accompagne, et ça c'est le travail de l'ombre, par exemple pour monter des filières, ou alors je vois les oignons de Roscoff qu'on a présentés sur notre étal ici, voilà, c'est les chambres qui les ont accompagnés à se structurer. Fort de cette expérience, on a reproduit avec l'IGP Fraises de Plougastel. Mais c'est également, comme je disais tout à l'heure, un peu sentir les tendances. Et là, récemment, on a accompagné la création d'une association qui s'appelle Lego pour le développement des légumineuses de l'Ouest. Et pour répondre notamment à des tendances qui sont, par exemple, dans les écoles, d'amener plus de menus végétariens. Et donc, ce serait dommage d'importer des produits pour répondre à ces enjeux-là, alors qu'on peut, et on sait le faire en Bretagne. Donc, que ce soit voilà, les lentilles ou les pois chiches ou toutes ces légumineuses-là, on a le savoir au niveau des chambres et donc on accompagne. Alors ça se voit moins, mais c'est un boulot qui est vraiment hyper important. Voilà. Ouais. Des futurs produits qu'on verra peut-être primés par ce concours général agricole. Merci à tous les trois. On va retourner en cuisine, mais tout de suite, et juste avant cela, on parlait d'attachement au concours général agricole et de tradition. On écoute un petit peu ce qu'en pensent les consommateurs. Pour moi, c'est un signe de qualité. Donc ça pourrait m'inciter à acheter, à goûter les produits en fait. Déjà le petit logo, la petite étiquette, là c'est attirant. À l'œil, c'est joli donc. On a l'impression que ça vient de producteurs locaux, on se dit que c'est un peu plus régional peut-être. Et ça me permet de choisir plus rapidement dans le rayon. Pourquoi ? Parce que moi j'ai confiance. Je me dis tiens, ça a été testé par les gens, voilà. Le prix au moins c'est un gage de confiance, on se dit bon il y a quelqu'un qui l'a goûté et qui a apprécié, a priori un professionnel du milieu, donc ça peut être bien. Ouais, en général c'est, je sais pas, c'est mieux travaillé, c'est plus affiné, on sent bien les goûts. Et ici il n'y a pas de surprise, ça fait 20 ans que je viens et c'est toujours bon et avec le sourire en plus. Jean-Marie Baudic, on se retrouve en cuisine pour le plat de résistance, une petite association Terre et Mer, si je comprends bien. Terre et Mer, moi j'aime beaucoup en fait travailler le terre-mer. Bon, après j'ai un côté un peu costarmoricain. Donc, je comprends, moi aussi. Donc du coup, j'ai utilisé les huîtres de l'Arbor Clodian. D'accord, dans le 22, à côté du sillon du Talbert. D'accord. Et donc en fait, je les trouvais plutôt sympas à l'associer au bœuf. Au bœuf. Voilà. C'est étonnant quand même. Moi j'aime bien ce côté bœuf. Alors il y en a beaucoup qui font un terre-mer avec le cochon. Oui. Ça existe beaucoup, les coqs ou avec le veau, mais avec la viande rouge très peu en fait. Alors que je trouve que, alors moi j'ai déjà fait par exemple des tartares de bœuf et huîtres. Ça marche super. Et là, en fait, j'ai cuit, en fait, tu vois, j'ai fait un jus de bœuf. J'ai juste chauffé, en fait, mes huîtres dans la coquille fermée. Tu vois, la base a été fermée. Je les plonge comme ça, 30 secondes, je les laisse et en fait, elles vont saisir à l'intérieur de la coquille. Donc, en fait, du coup, elles vont se rétracter.
Et là, elles sont crues pratiquement. D'accord. Donc là, moi, je les mets dans mon jus. De viande. De bœuf. D'accord. Tu vois. Ben là, on va dresser, si tu veux. Eh ben, faisons ça. Tous mes éléments sont prêts, tu vois. Mes huîtres, elles sont juste mises à chauffer, là. Je ne sais pas si on voit bien. Tu vois. Superbe. Et ça, moi, j'adore, tu vois. Parce que là, par contre, je ne fais plus bouillir. Hein. C'est juste de la chauffe. Alors là, vous n'avez pas l'odeur, vous, derrière votre télévision, mais je vous promets que ça promet. Là, regarde. Bien, une belle cuisson. Ouais. Alors moi, je laisse le gras, parce que le gras, c'est la vie. Une viande sans gras, ça n'a pas de sens. Parce que le goût, il est dans le gras. Et quand la bête est bien élevée... Voilà. Le tout, après, c'est de ne pas abuser. Voilà, mais c'est juste une histoire de quantité, en fait, quand tu regardes. Voilà. Là, moi, j'aime bien y mettre un petit peu de fleur de sel. D'accord. Sur la petite crème de sarrasin. Voilà, tranquille. On va y mettre un peu de légumes, tu vois, parce que moi, je suis très végétal. Hein. Au bout du bout, j'aime le végétal. Petites carottes. Ouais, c'est les jeunes carottes, là. Tu vois, on est au printemps, les jeunes carottes arrivent, c'est fini les grosses carottes, là. Et quel plaisir de retrouver... ah oui, la finesse. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Pareil, les oignons nouveaux, tu vois. Les oignons nouveaux dans le plat, moi, j'adore ça. Je pourrais presque en mettre des crus, tu vois. Parce que, en fait, on a des produits en Bretagne, j'appelle ça des produits de feignants, parce qu'ils sont tellement bons qu'il n'y a pas besoin de faire grand-chose pour les sublimer, en fait. Ouais. Et tu vois, là, je finis... Tu vois mon huître là, comment elle est... Ah ouais. C'est étonnant en fait comme association. Elle est charnue. Le côté iodé comme ça de l'huître dans un jus, en fait, ça réveille. Tu vois, je vais en mettre un peu là, on va mettre un peu de jus. Et je vais finir, tu vois, je mets un peu de jus là. Et je vais finir avec de la bourrache. Alors pourquoi de la bourrache, tu vas me dire? Parce que justement, la bourrache, elle a aussi cette spécificité d'emmener un peu d'iode, tu vois. D'accord. Oh, puis bleu comme ça. Ah ouais, ça réveille tout de suite, tu vois. Là, dans le jardin, tu as de la bourrache, là, en ce moment. Hein. Tu peux y aller, c'est maintenant qu'elles fleurissent. Et il ne faut pas hésiter à les consommer. Et voilà. Voilà, tu plein de couleurs. Tu as un plat de Bretagne, complètement éthérien et marin. Et moi, c'est ce que j'aime. Merci beaucoup, Jean-Marie Baudic. Avec plaisir. Alors avant de mettre notre nez dans les assiettes et les casseroles de Jean-Marie Baudic pour le dessert, on va faire une petite conclusion ensemble, André Chargent, à cette émission. Alors on a vu sur le plateau des agriculteurs et agricultrices au profil extrêmement varié, parfois des deuxième, troisième, quatrième génération. Si on se projette un peu, du coup, est-ce qu'on n'est pas justement un peu à la croisée des chemins en matière de modèle agricole breton ? Complètement. Aujourd'hui, en fait, même, moi je vais plus loin en disant qu'il n'y a plus de modèle dans notre agriculture. Aujourd'hui, on a une très grande diversité de façons de produire et on le voit bien au travers des produits là, qui ont été présentés. Et ben, chacun a sa façon de faire, sa façon de commercer et c'est tout ça qui fait notre force. On l'a dit, il y a sans doute, dans l'introduction aussi tout à l'heure, il y a sans doute des enjeux très importants en matière de formation et de renouvellement de génération en fait, pour futurs agriculteurs et agricultrices. Complètement, parce que notre métier en fait, ne s'improvise pas comme ça en sortant de l'école. On a certainement besoin, sous l'angle formation, d'être très bien accompagné pour justement être aussi à la hauteur de ces fameuses transitions qui sont là aussi devant nous et sur lesquelles, en fait, je dirais quelque part, ce n'est pas une science exacte. C'est vraiment, nous, on travaille avec le vivant, on travaille avec la météo et donc avec ça, on doit composer pour être encore des agriculteurs et des éleveurs qui produisons ces denrées agricoles. Oui, parce que vous le disiez, des enjeux importants en matière d'injonction, on va dire environnementale, et aussi de votre côté, on l'a vu ces dernières semaines, des grands changements climatiques qui vous impactent énormément. Aujourd'hui, effectivement, le sujet du climat, et notamment avec ce qu'on appelle les gaz à effet de serre, où l'agriculture, et notamment en Bretagne, est aussi largement contributeur.
mais a une multitude de solutions pour répondre à ces enjeux climatiques. Et c'est ça que je trouve qui est très intéressant. Il faut les mettre en œuvre. Il faut les mettre en œuvre. Il faut les mettre en œuvre vite. Voilà, il faut aller vite, c'est vrai. Et par contre, ça, l'agriculture, c'est un temps long et c'est là que nos difficultés par moment. Mais en tout cas, on est volontaire et on a des solutions. C'est ça que je trouve qui est intéressant. Alors, on va finir cette émission sur une petite note de sucré. Jean-Marie Baudy, qu'est-ce que tu nous as concocté pour finir ce repas? Pour finir ce repas, j'ai fait quelque chose de très dans la saison. J'ai travaillé la rhubarbe. La rhubarbe. J'ai travaillé la rhubarbe avec un chèvre frais, d'accord, que j'ai transformé en panna cotta, et en fait avec un miel, chèvre, qui vont aller avec la rhubarbe. En fait, la rhubarbe, en même temps, confite pour avoir un côté moelleux. J'allais dire, elle ressemble, elle a l'air vraiment très moelleuse. Ouais, elle est hyper confite là, à ce niveau-là, si tu veux. Mais quand tu la fais confire comme ça, en fait, elle perd un peu de son acidité. Et donc, du coup, moi, j'aime bien réveiller mes plats avec de l'acidité. Donc, j'en ai fait une autre rhubarbe, mais beaucoup plus croquante. D'accord. Et donc, du coup, on a ce côté un petit peu acide moelleux dans la recette. Là, j'ai mis quelques graines de tournesol que j'ai fait caraméliser aussi avec le miel. Le miel de notre invité de tout Mathieu. À l'heure. Ouais. Et puis là, tu vois, hop, j'ai fait juste un petit coulis fraise rhubarbe, paf, que je mets là. Et je finis, parce que moi j'adore les herbes, je finis avec, c'est pareil, celui-là je le fais pousser aussi ici. Et ça c'est en fait du basilic thaï. D'accord. Ah oui, on aurait pensé à de la menthe éventuellement, non. On peut associer autre chose. Voilà. Et donc du coup, ça te fait un dessert en fait de saison, tranquille. Et qui a l'air très bon. Et juste en dessous, là, tu vois, juste en dessous, le petit biscuit que j'ai fait, en fait, c'est avec de la noisette. D'accord. D'accord, de la poudre de noisette. Et j'ai fait un dessert comme ça, avec du croquant, du moelleux, de l'acide. Ce mélange de textures que tu apprécies visiblement. Et que moi, j'adore, en fait, avoir un petit côté, en même temps, c'est gourmand, et en même temps, tu vois, on a l'impression que c'est pas trop travaillé, mais un petit peu quand même. Ça donne envie. Ça fait envie, oui. Ça fait envie, tout simplement. Je sens qu'on va sortir dans quelques instants les cuillères pour tester ça. Merci beaucoup Jean-Marie Baudy d'avoir mis en assiette, mis en musique tous ces bons produits bretons dont nous avons cessé de parler lors de cette émission. Merci beaucoup aussi à vous André Sergent. Oui, et pour conclure, je vais vous donner donc la marinière d'Armorlus, qui est en fait le symbole quelque part de notre stand à Paris, terre et mer de Bretagne. D'accord. Et c'est ça qu'on porte lorsqu'on est sur le salon. Voilà, c'est très gentil, merci beaucoup. Je sens que ça va m'aller comme un gant, ou comme une marinière plutôt, on va dire ça. Merci une nouvelle fois à tous les deux. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis il y aura une prochaine émission sur ces thèmes de l'agriculture bretonne de demain avec nos confrères de TBO. On vous dit à très bientôt sur nos antennes des chaînes bretonnes.